Moi, c'est José Godono Atata, Stakeholder Coordinator du LSIFI. Je vous présenterai ce que c'est que le LSIFI et cette session que nous avons aujourd'hui, de quoi elle ressort. Le LSIFI, pour faire court, c'est un partenariat public-privé qui a été fondé en 2020 par le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, Luxembourg for Finance et le Haut Conseil pour le développement durable au Luxembourg. Notre mission première, notre grand objectif est vraiment de sensibiliser et de promouvoir et aider le développement d'initiatives pour la finance durable au Luxembourg. Pour ce faire, nous avons également été en charge d'être une entité de coordination des acteurs de la finance durable ainsi qu'un point central au Luxembourg. Et nous sommes également en charge de mettre en œuvre et d'élaborer la stratégie de finance durable au Luxembourg. Pour faire, voilà un peu une introduction de notre activité. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la finance durable et qu'appelle-t-on ESG? Avant de vous expliquer le concept de finance durable, j'introduis d'abord le ESG, qui sont des acronymes qui représentent les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. La finance durable, donc, elle fait référence aux décisions financières qui ne visent pas seulement le rendement financier, mais qui tiennent également compte de son impact non financier, à savoir les critères ESG précédemment définis. Il s'agit donc de décisions financières qui prennent en considération tout ce qui a trait aux aspects environnementaux, aux aspects sociaux et aux aspects de gouvernance. En quoi cela vous concerne? Telle est la question que vous pourrez vous poser. En quoi cela nous concerne tous? Cela nous concerne parce que nous sommes tous impliqués dans ce qu'on appelle le flux des capitaux. Le flux des capitaux, c'est quoi? C'est des épargnants, c'est des investisseurs, vous, moi, des institutions, qui investissent de l'argent dans le secteur financier, qui lui utilise ces fonds et l'adresse aux projets, aux entreprises pour divers investissements. En gros, il s'agit de l'épargne, de l'investissement qui sont dirigés vers d'autres produits financiers, bien évidemment pour avoir des retours sur investissement qui sont remontés par la suite aux différents autres acteurs. Et donc, la finance traditionnelle, comme vous l'avez vu, comme nous l'avons expliqué, elle ne prend en compte que les critères financiers, que sont les risques financiers et le rendement financier. La finance durable aujourd'hui, ce qu'elle aspire à faire, c'est mettre en place une nouvelle finance qui tient également compte des critères financiers, mais qui ajoute à ces critères financiers tous les critères extra-financiers dont nous avons parlé plus tôt, les critères ESG. Pourquoi cela? Simplement parce que si vous revoyez le flux des capitaux, il est important que les projets que nous adressions tiennent en compte les données ESG. Mais pour que ces données ESG soient prises en compte, il faut que le secteur financier soit sensibilisé, soit informé et soit impliqué dans ces investissements et donc il les prenne également en considération. Mais le niveau le plus subtil, c'est nous en tant qu'acteurs, en tant qu'épargnants, en tant qu'investisseurs. Il faut que nous ayons conscience de cet aspect ESG, de ces données ESG, et que nous les impliquons dans nos décisions de financement, bien évidemment. Pourquoi l'impact de la finance durable est si pertinent aujourd'hui? Telle est la question que beaucoup se posent, ou beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas le sujet se demandent. Mais en quoi est-ce que la finance est si pertinente? Tout simplement, deux petites idées. Depuis la révolution industrielle jusqu'à ce jour, il y a eu je ne vais pas dire une explosion, mais une montée en puissance des émissions de gaz à effet de serre qui a entraîné également le réchauffement de la planète. Et nous en sommes aujourd'hui à un point de plus 1,1 degré. Cela n'a l'air de rien, mais cela a beaucoup d'impact sur la biodiversité. Et au quotidien, nous observons toutes les thématiques d'assèchement, de sécheresse, d'inondation. Chaque année, il faut savoir que nous perdons 10 millions d'hectares de forêt dans le monde. Et nous avons tous été, cette année, témoins des incendies qu'il y a eu un peu partout en Europe et dans le monde. Et voilà pourquoi l'impact de la finance est si important. Les différents outils financiers qui peuvent être utilisés pour adresser des projets, nous en avons un panel, mais nous nous concentrons, je vous donne l'exemple aujourd'hui de la finance climatique. La finance climatique, elle vise deux objectifs, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Pourquoi? Parce que l'atténuation est importante puisque nous sommes déjà dans une démarche et l'adaptation parce que nous subissons tous les effets et il est important
que cela soit fait de telle sorte que l'adaptation se fasse de la meilleure manière possible. Pour cela, nous avons simplement les énergies renouvelables, comme beaucoup de gens le savent, la reforestation, les différents projets de reforestation de par le monde, mais également la promotion des activités bas carbone. Comment déterminer ce qui est bon pour le climat? C'est simplement en analysant ces décisions d'investissement, ces décisions de finances et voir comment est-ce que ces thématiques-là sont adressées. Avant d'aller plus loin, un petit sondage pour voir si vous avez bien suivi. Que signifie le signe ESG pour vous? Qui lève la main pour la réponse 1? La réponse 2? La réponse 3? Ok, comme je vois que vous avez bien suivi, c'est bien la réponse 1, environnementale, sociale et gouvernance. Pour adresser les thématiques de développement durable et de finances durables, il y a des engagements qui sont pris par divers acteurs, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Commençons par le niveau international. Nous avons les ODD de l'ONU qui sont connus aujourd'hui. C'est un cadre formel depuis 2015, 17 objectifs de développement durable et qui servent maintenant et qui sont utilisés par les entreprises, les investisseurs et tout le monde. Nous avons également les accords de Paris, dont l'ambition ultime est de maintenir l'accroissement de la température en dessous des 2 degrés, idéalement en dessous de 1 degré, 1,5 degré Celsius. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes déjà à plus 1,1, donc la marge elle est plus très grande et voilà à quoi servent les accords de Paris. Au niveau européen, l'Union européenne a mis en place déjà un certain nombre d'actions, le Green Deal, la taxonomie, le règlement sur la finance durable, tout ça dans un objectif, c'est de devenir climatiquement neutre à l'horizon 2050, tout en assurant que la transition se fasse de la meilleure des manières, soit inclusive et soit juste pour tout le monde. Quels sont les acteurs impliqués au Luxembourg? Nous avons bien évidemment en termes de finances, le secteur financier tel que nous le connaissons, la place. Nous avons également les acteurs de finances au développement. Nous avons aussi les acteurs d'innovation et d'éducation parce que c'est important d'augmenter la sensibilité des gens, d'informer les gens, d'augmenter leur maîtrise du sujet. Et nous avons bien évidemment les ONG et la société civile. Voilà les 4 catégories d'acteurs avec lesquels le LSIFI est en collaboration quotidienne. Mais n'oublions pas que les premiers, les vrais acteurs, c'est tout le monde. Nous sommes tous concernés. C'est des thématiques qui nous concernent tous. Et nous sommes les premiers épargnants, les premiers investisseurs. Que puis-je faire en tant que citoyen? C'est assez simple, je vous donnerai 3 exemples en tant que citoyen. C'est parler avec votre banquier. Depuis quelques semaines, il y a le règlement MiFID qui impose à votre banquier de vous informer des thématiques ESG qui sont adressées par votre investissement, si vous êtes investisseur bien sûr. Rechercher des produits de labellisation. Nous avons la chance au Luxembourg d'avoir LuxFlag qui permet vraiment de labelliser des produits ESG et sélectionner des produits sur une plateforme durable. Nous avons également le Luxembourg Green Exchange qui est la première plateforme au monde qui regroupe les fonds et les investissements verts. Et donc, rechercher sur ces différents créneaux-là notre investissement, comment est-ce qu'il peut être durable et comment on peut adresser cette thématique. Je vais m'arrêter là, mais je vais introduire d'autres speakers pour vous donner plus de détails sur ce qui se fait, sur ce qui se passe, et j'espère que vous en apprendrez davantage également. Sans plus attendre, je laisse la parole à Marilyn pour qu'elle vous introduise une présentation de l'ABBL, l'Agence des banquiers et des banques du Luxembourg. Bonjour à tous. Donc, les slides que vous allez voir sont un petit peu très explicatifs. Je vais essayer d'être un peu plus brève. Et surtout plus compréhensif que ce qui est écrit. Donc, principalement, on a bien parlé, merci pour l'introduction, c'était super. MiFID 2, pour ceux qui savent, qu'est-ce que c'est? MiFID 2 est né après la crise de 2008 pour justement pallier le manque de transparence et protéger les investisseurs. Entre-temps, le monde a évolué, les marchés ont évolué, et depuis le 2 août de cette année, donc 2022, vos banquiers, investisseurs, assureurs, toutes les personnes avec qui vous êtes en discussion pour justement investir de l'argent ont l'obligation de vous demander si vous souhaitez investir d'une manière durable. Pour ça, il y a différents critères, comme déjà expliqué, les critères ESG,
les investissements durables, il y a des classifications de produits avec les labellisations, ou bien d'autres réglementations. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais SFDR qui explique les différents critères, les différents produits possibles, si vous souhaitez investir d'une manière un peu plus dirigée vers tout ce qui est vert, tout ce qui est vers le sociétal, tout ce qui est vers les bonnes gouvernances, vous avez différentes options possibles. Et tout ça se rajoute à les cadres qui existent déjà, c'est toutes les questions que vos banquiers ou personnes à qui vous faites référence pour investir de l'argent vous posent. C'est rajouté à ce complément ce qu'on appelle un cadre d'adéquation pour votre investissement. Si vous souhaitez investir dans certains produits, ça tient compte de votre appétence au risque. Si vous souhaitez aussi, bien sûr, de vos disponibilités d'investissement. Et ça, c'est très important maintenant qu'on vous demande, est-ce que vous voulez réellement, est-ce que vous souhaiteriez contribuer au changement climatique, par exemple, à avoir un impact sur le nombre de crèches dans votre ville. Ce genre est possible maintenant d'avoir, en prenant en compte les indicateurs sociaux, pour justement investir de manière directe. Vous êtes vous-même moteur, désormais, vous avez la possibilité d'investir de cette manière. Et ça, c'est un grand pas en avant, parce que désormais, on peut tous le faire. Comme déjà si bien dit, c'est vraiment le point de départ de tout investissement. Donc, votre choix, est-ce que vous souhaitez? Merci Marilyn pour ta présentation. Je laisse la parole à Antonio Libera dos Santos pour introduire LuxFlag ainsi que les activités en lien avec la finance durable. Hello everyone, I hope it is fine if I talk in English. So my name is Tony and I'm part of LuxFlag team as a Sustainable Operations Associate. And this short presentation is going to be about LuxFlag and what we do. So we have our little table of content that we can shortly skip and go into the heart of the matter. So about LuxFlag, it is the Luxembourg Finance Labeling Agency and was created in 2006 as an independent international non-profit organization. And it was done by 7 private and public founding partners, which are listed just down below on the slide. Now the aim of LuxFlag is to promote the raising of capital for sustainable finance, and we do this by awarding a recognizable label, which can go into 2 directions. A positive impact label, which are, for example, the climate finance, microfinance, green bond, or even the environment one, or a sustainable transition label, which is ESG, as we have already previously mentioned, ESG insurance product, and our newly recently launched ESG discretionary mandate label. Now these labels are recognized for their high standards and our rigorous assessment of the applicant investment vehicles, strategies, their procedures, and their holdings in terms of ESG matters, and also affirming their transparency towards investors, which are key eligibility criteria for our labels. Now I've talked a lot about labels, but what is concretely a LuxFlag label? So a LuxFlag label is a unique tool at the disposal of the asset managers that they can use to display or highlight their sustainability, ESG, or impact credentials about their investment products. And investors such as you and me will be able to recognize our labels and to distinguish between the wheat and chaff in terms of sustainable investment products. As LuxFlag is an independent and internationally recognized validation on compliance with the best market practices. Now you can also see on the slide that there are 2 main directions that the funds focus on, being on Article 8, which usually they promote then sustainability matters, and then might implement exclusions, such as not invest into their own industry. But they can also go and be in Article 9, which is already a level above an Article 8, and then they have a sustainable investing objective and can focus on education or renewable energies, for example. You have here just passionately also shown our labels, as I have already mentioned, positive impact labels and our sustainable transition labels. Now the key label benefits are that they help promote sustainable activities while also helping investors identify which funds truly focus on ESG matters. Another point is that they also strengthen the reputation and the image of these labeled products while also reinforcing the trust of their customers. So what makes LuxFlag so unique? LuxFlag is recognized internationally for their rigorous and high quality
assessment and processes, which have also been awarded by the ISA 3000 certification. We offer accountable and independent expert assessment, which is done by a 4-layered governance. As such, we have, for example, over 188 billion euros in asset management in labeled products, over 110 asset managers located in different countries, and we have around 350 labeled products. Now I've talked about LuxFight, but what is the process? Well, firstly, there is the onboarding. So the onboarding will be done by somebody in LuxFight's team, such as the head of operations or our business development official. They will then get an impression of the investment vehicle and see if it is eligible for our label. As a second step, the reviewer, such as me, will be looking at the documents and doing analysis, and also looking at a sample of the portfolio. This is then given to a level 2 reviewer, which, after their check, is given to the CEO, which then gives their decision on the label. The eligibility committee give a recommendation on the label, and the board of directors are the final decision makers on who is awarded the label. After this, we have the label issuance, and the client gets the label for a 1-year time period, which they can renew after 1 year, after they go again through our whole process, because their ESG policies could change. Just to give you a short idea of what could be the eligibility criteria for one of our labels, we have on the screen the climate finance label, in which the investment product has to invest at least 75% of its total net assets into investments related with clear and direct links towards mitigation or adaptation of climate change. And as such, they usually focus on, for example, the SDG 13, which is climate action. Now, as the presentation is finished, and we'll have on the slides our contact details. If you want to contact us, we also have a booth here at the Climate Expo if you want to come and talk to us or have some short questions. Thank you. Thank you, Tony, for your presentation. It was quite interesting. Now I let the floor to George Bock to introduce himself and everything he wants to share with us. Thank you very much. My name is George Bock, and we are here because we believe that... je suis en français. Nous sommes convaincus que les entrepreneurs ont une responsabilité et que les entrepreneurs peuvent faire changer le monde. Et nous sommes ici pour faire changer le monde. Alors, nous avons commencé un projet qui s'appelle Moneyflow. Et en fait, si vous voulez changer une société, vous avez au moins 3 possibilités. Vous allez voter, ce que vous devriez faire. Vous consommez de façon responsable. Mais consommer de façon responsable, ça présuppose qu'il y a une offre qui vous est faite, qui est payable et acceptable. Et donc, c'est là où l'investissement commence à jouer son rôle. Alors, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne se sentent pas à l'aise avec l'investissement. Ils se disent, mais c'est trop difficile, c'est trop dur, je ne comprends pas trop. Et c'est là où on a dit, mais regardons s'il y a une solution. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de vraie solution pour trouver investir facilement, comprendre ce qu'on fait, éviter de faire mal à la planète et à autre chose, et de pousser un certain développement. Et c'est ça ce qui nous a poussé à créer Moneyflow. Et Moneyflow, donc, une plateforme qui devrait être une solution, en fait, elle doit être simple et elle doit être accessible à tout le monde. Parce que si on voudrait vraiment faire un pas en avant, il faut que le système devienne plus inclusif. Et voilà un des objectifs qu'on voudrait avoir. Il y a tout le monde qui a la responsabilité de participer, mais a la possibilité de participer. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la responsabilité, mais n'ont pas la possibilité. Bon, il faut bien que tout cela soit bien transparent, parce que justement, vous voulez être sûr de ce que vous faites. Et donc, ce qui est très important, vous donnez le sens du contrôle. C'est vous qui voulez décider vers quoi votre argent tourne. Et voilà, une chose qui semble facile, mais ne l'est pas tellement. Et en dernier lieu, évidemment, il faut que vous vous sentez à l'aise. Se sentir à l'aise, c'est de comprendre ce qu'on fait et vraiment être sûr de son coup, si je veux dire. Voilà, donc en fait, on a parlé maintenant d'une approche qui provient du conseil, c'est-à-dire, ok, j'exprime mes préférences et un banquier me dit quoi faire. Notre approche est à nous, c'est vous décidez vous-même. Donc vous êtes en face souvent d'un support digital sur le téléphone ou l'ordinateur
et vous commencez à faire vos propres choix selon vos guises. Et ce qu'on a également réalisé en parlant avec des centaines de personnes, c'est que la sustainability, donc la soutenabilité est quelque chose de très personnel. Il y a tout le monde qui a ses goûts et ses couleurs. Et on a vite compris que si on voulait faire quelque chose qui répond à la vraie demande d'une personne, il faut que ce soit individualisé. Il faut que vous pouviez exprimer vos choix personnels. Et donc ça nous paraissait être un des éléments les plus importants. Puis on a dit, il faut que vous compreniez ce que vous faites. Alors je ne veux pas trop critiquer ESG et autres, mais je ne sais pas si je devrais expliquer gouvernance à mon père, je le perdrais probablement après 10 minutes, et je n'aurais pas encore expliqué pourquoi c'est important. Et donc c'est là où on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire cette chose, parce que tout le monde va pouvoir comprendre. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons axé dans notre solution sur 2 critères. L'un, c'est les SDG, donc United Nations Goals, parce que souvent, ça parle aux gens, n'est-ce pas? Climate change, ça me parle, clean energy, ça me parle, life below water, ça me parle, donc protection des mers, etc. Donc, les sujets me parlent et je peux choisir mon sujet. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est les exclusions. Parfois, j'ai des sentiments très forts contre l'une ou l'autre chose. En fait, ce qu'on s'est dit, on va combiner les deux pour avoir une bonne solution pour les gens. Et pourquoi dans des discussions récentes, par exemple, on a vu la force du raisonnement. Je ne sais pas si vous avez suivi toute la discussion sur est-ce que le nucléaire est une bonne énergie ou une source d'énergie, oui ou non, est-ce qu'on devrait la soutenir, ou est-ce que le gaz c'est une bonne source d'énergie ou il faudra la soutenir. Et donc, sur tous ces débats de greenwashing, il y a beaucoup de gens qui disent mais on fait déjà de nouveau du greenwashing. Si on regarde une solution qui s'orienterait à la nôtre, ou qui s'oriente à la nôtre, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites, OK, je veux du clean energy, je veux du climate change, et puis vous décidez vous-même si vous voulez du nucléaire, oui ou non. Peu importe ce que l'Union européenne va décider, vous dites, pour moi, c'est non. Je peux même dire, pour moi, c'est le gaz, ou c'est les deux, c'est non. Donc voilà la force de la décision individuelle, ce que nous pensons est très importante. Alors, évidemment, ce que nous allons également vouloir faire, et ça c'est maintenant ce que je vous ai dit, on l'a déjà, on va le mettre en œuvre vers la fin de l'année, mais évidemment, souvent les gens veulent également agir en communauté, s'échanger, se rendre intelligents l'un l'autre, donc la swarm intelligence. Et donc pour cela, effectivement, on va également essayer de créer une communauté où un maximum de gens peuvent accéder et où ils peuvent s'échanger. Et avoir un maximum de gens, évidemment, c'est que on essaye de mettre en place un modèle où en fait vous pouvez participer, investir sans avoir des frais directs. Donc vous n'aurez pas à payer un compte et vous n'aurez pas à payer le dépôt de vos fonds d'investissement. Ah oui, et à ce moment, je devrais également dire, nous on se concentre uniquement sur les fonds d'investissement parce que nous pensons que c'est l'outil le plus adapté à une clientèle de masse. Et donc, en ce sens, donc, vous, en tant que producteur, investisseur, vous n'aurez pas de frais à soutenir. Par contre, en fait, c'est les asset managers, donc c'est les fonds d'investissement qui payent pour être sur la plateforme. Voilà un peu pour comprendre le raisonnement qu'on voudrait avoir. Et pour cela, également, il est important, pour les faire payer, il faut qu'on soit nombreux. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer et faire des downloads au moment venu. Voilà un peu, là vous voyez les sketchs de l'application. Donc d'un côté, vous voyez le manage, donc c'est le choix de votre investissement, je vous l'ai déjà expliqué. Mais également, l'autre élément très important pour les gens, c'est que si j'investis quelque part, je veux avoir un retour, je veux avoir l'information de ce que j'ai fait, ce que ça a fait sur le temps. Et donc là, c'est le côté évaluation. Et ce qui est toujours un peu spécifique, on est une application qui vous permet de gagner de l'argent. Il s'agit de l'investissement, c'est pas dans la philanthropie. Mais d'un autre côté, vous voulez également ne pas gagner de l'argent à n'importe quel prix. Et c'est pour ça que, à la fois, lorsque vous choisissez votre investissement, vous n'allez pas uniquement voir quel est le meilleur return, mais comme j'ai dit, les SDG. Et on va vous faire un reporting sur vos SDG et sur vos exclusions. C'est-à-dire que vous aurez un portefeuille qui vous montrera au fur et à mesure ce que vous avez fait
et comment votre impact évolue sur le temps et comment il est totalisé sur tout le portefeuille. Et puis le troisième point d'élément, c'est donc ce qu'on a déjà dit, c'est l'échange, c'est apprendre avec tout le monde. Et donc c'est ça également ce que nous voulons arriver à faire. Voilà, là-dessus j'aurais dit, j'ai fait un peu le tour. Comme je vous ai dit, je crois qu'il est très important que tout le monde participe, que tout le monde participe avec ses moyens et que tout le monde puisse participer. Et l'autre élément qui est très important, c'est la persistance. Donc même si vous êtes investisseur classique et vous n'êtes pas intéressé à la finance durable, je dis toujours ce qui est important, c'est de rester pendant longtemps dans un investissement. Il faut pouvoir se projeter dans un investissement. Les va-et-vient à la rapide, généralement, ce n'est qu'au profit de la banque et de votre broker. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et engagez-vous sur une période plus longtemps. Voilà, si vous voulez être parmi les premiers à regarder un peu cette plateforme, pour le moment, on fait des enregistrements pour du bêta testing. On a déjà fait du bêta testing, donc vous allez pouvoir vous enregistrer sur notre plateforme, essayer de jouer un peu avec l'application pour comprendre comment ça marche et quelle peut être une solution finance durable. De Sopiad, qui va nous parler de Sopiad, bien évidemment, et de comment est-ce que cela s'inscrit dans la finance durable. Merci beaucoup. Enchanté tout le monde. Je pense que je suis d'abord très content de participer à cette conférence. Parce que, évidemment, l'investissement durable joue un rôle clé pour atteindre les accords de Paris aussi. Je pense que tout le monde en est conscient ici. Je suis content de voir que des solutions comme Moneyflow existent parce que ça permet vraiment d'avoir un impact aussi, à la fois pour son bien-être et tout son profil d'investisseur, y compris les préférences durables. Donc, en gros, l'investissement est important, mais on constate qu'il y a quand même un petit problème, un paradoxe. Je pense qu'ici, les acteurs autour de la table, je pense, seront d'accord avec moi. On est confronté au paradoxe suivant. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à de l'investissement. On le voit, il y a des plateformes comme Moneyflow maintenant qui existent, d'autres existaient avant, qui permettent d'investir à des prix qui viennent assez démocratiques. On a de nombreux produits, de nombreux asset managers qui proposent des choses. Maintenant, on a la partie ESG, donc une foule d'informations et des produits relativement complexes quand même, qui continuent d'exister. Et l'ESG, quelque part, c'est très bien, mais ça vient quand même rajouter peut-être une petite couche de complexité à ce qui est déjà jugé complexe. Donc, par rapport à tout ça, il y a du bon, un accès facile, un accès démocratique, une multitude d'informations, mais il y a du mauvais. Il faut que le produit soit bien adapté à un investisseur. Il faut qu'il comprenne facilement le produit, qu'il se sente rassuré par rapport à son choix et à sa décision d'investissement. Et ça, c'est exactement ce que nous, on essaie de faire chez Sopiad. C'est notre mission principale. Notre mission, c'est de simplifier la décision d'investissement des investisseurs non professionnels. Non professionnels comme vous et moi. Je ne l'en suis pas en tout cas. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ce que vous voyez ici, finalement, c'est une solution. Nous, on met à disposition un outil de diagnostic personnalisé de portefeuille d'investissement qu'on appelle Saphir. C'est l'outil que vous voyez sur la gauche. Et notre but, notre objectif, c'est d'avoir une valeur ajoutée pour l'investisseur non professionnel, celui que vous voyez à droite sur l'écran. Là, si on veut simplifier un petit peu, pourquoi est-ce que notre outil de diagnostic personnalisé, justement, est innovant? Parce qu'on ne se limite pas à analyser les performances d'un fonds d'investissement. On va regarder aussi au niveau de ce fonds, ce portefeuille, ça peut être un groupement de fonds, des actions, des obligations, un mix de pas mal de choses. On peut travailler au niveau global. On va regarder si ce portefeuille ou ce fonds est bien adéquat par rapport à quel point ce fonds ou ce portefeuille est adéquat par rapport à votre profil risque, ça vous savez déjà, mais aussi maintenant par rapport à vos préférences ESG. C'est bien une MiFID rentre en ligne de compte, puisque c'est devient une contrainte maintenant réglementaire de la part des institutions financières de prendre ça en considération si on fait du conseil en investissement, de la gestion discrétionnaire. Et donc, nous, on se sert de cette information-là qui devrait être disponible pour vraiment faire la connexion entre le profil de l'investisseur et ses préférences durables et les informations des produits de l'autre côté qu'on récupère via, alors on le voit ici, des institutions financières. Et nous, notre outil, on ne peut pas le mettre directement à disposition des investisseurs finaux. On est obligé de passer par des distributeurs, donc des institutions financières comme des family office, des banquiers privés, des banques de détail, des sociétés Wellstake ou des plateformes digitales, comme Moneyflow ou comme d'autres, ou bien même des assureurs.
hein, qui propose des services de branche 23 ou tout type de fonds de pension. Donc on passe par eux, mais on veut avoir de la valeur ajoutée pour l'investisseur final. Je vais prendre l'exemple ici des 3 investisseurs qu'on voit sur l'écran. Il y a 3 investisseurs qui regardent un même fonds d'investissement. Quand on y pense, finalement, normalement, il serait logique de se dire que ce fonds va générer un seul et même rating. Si on regarde par exemple le rating Morningstar, on va avoir un fonds, on va se dire ce fonds offre un rating de 4 étoiles Morningstar, quel que soit l'investisseur qui regarde le fonds. Nous, on renverse un peu cette logique. Ce qu'on veut faire, c'est dire, en plus de l'analyse des performances, comme je l'ai dit, on regarde l'adéquation par rapport au profil, on regarde l'adéquation par rapport aux préférences spécifiques de l'investisseur, et potentiellement, ces 3 investisseurs auront 3 ratings différents pour un même fonds. Parce qu'il y en a un qui va regarder plus la limite de l'émission de gaz à effet de serre, un autre va s'intéresser à la biodiversité, un autre au traitement des déchets, et au final, le fonds va peut-être privilégier un de ces 3 aspects, via les Sustainable Development Goals dont on a parlé juste avant, et nous, on va regarder pour quel investisseur ce produit sera peut-être le mieux. Voilà, c'est un outil de diagnostic centré sur le client. Finalement, ce dont je vous ai parlé ici, on propose 3 modules. On vient de parler du 2e module qui est vraiment le cœur de notre système, qui est vraiment de fournir ce diagnostic personnalisé. On parle de l'ESG maintenant, évidemment, c'est très important parce que l'ESG, pour moi, permet vraiment de passer d'une contrainte réglementaire à une centricité investisseur. On parvient maintenant, réellement, on peut avoir 100 investisseurs qui vont avoir 100 types de préférences durables différentes. Avant, avec la définition du profil de risque, dans les banques, vous aviez 5 profils de risque, vous apparteniez à une catégorie, et puis après, on vous proposait une centaine de fonds. Ici, ça va être un petit peu différent, vous allez être capable de vraiment mesurer de manière plus précise à quel point un produit vous est convenable, vous êtes adéquat ou pas. On a besoin de 2 choses, on a besoin de votre profil, et on a besoin, comme je l'ai dit, des produits d'investissement pour faire ce matching-là, c'est ce qu'on voit ici, qui générera le rating au final. Le profil, justement, parlons-en, nous, on propose notre propre module de profilage d'investisseurs, y compris maintenant l'aspect qui est relatif aux préférences de durabilité. Certaines banques commencent à implémenter leur propre module de profiling. Nous, simplement, ce qu'on propose, c'est de dire plus précis sera le profil, plus précis sera le rating, plus content sera votre investisseur. Donc vous, au final, ce qu'on propose, c'est vraiment un profiling qui se base sur de la finance comportementale, ou plutôt de l'analyse comportementale, pour générer le moins de questions, mais récupérer un maximum d'informations concernant l'investisseur. Ça, c'est vraiment le but. Et alors, on propose aussi un module d'éducation ESG. On parlait tout à l'heure, l'aspect gouvernance, qu'est-ce que c'est le E, qu'est-ce que c'est le S. Là, on essaie de vraiment simplifier cette définition pour que tout le monde puisse comprendre de manière aisée ce qu'est l'ESG, ce qu'on entend par l'ESG, les impacts que ça peut avoir sur son portefeuille et comment est-ce qu'on peut définir ses préférences particulières, comment vous pouvez les définir de manière facile. Le 2e module, j'ai parlé. Le 3e module qu'on offre aussi sur le marché, c'est un suivi de son portefeuille. Une fois que vous avez choisi un investissement ou défini votre portefeuille, soit via une plateforme digitale, soit avec votre conseiller financier, notre solution permet de suivre ce portefeuille et de vous alerter si jamais le portefeuille ne respecte plus les promesses qui avaient été faites initialement. C'est important. Évidemment, au moment de l'entrée en relation, c'est super que le portefeuille vous convienne bien, mais il bouge ce portefeuille. Et peut-être que votre profil va évoluer aussi. Donc ça, nous, on traque dans le temps et ça permet de vous alerter si jamais le portefeuille ne vous convenait plus. Voilà, 3 modules qu'on propose ici. Si on regarde juste un tout petit instant, qu'on zoome sur le premier module pour vous montrer à quoi ça devrait ressembler, c'est rapide, hein. Il n'y a pas énormément de questions à poser et ça permet vraiment de récupérer des informations qui sont très intéressantes pour vous, investisseurs non professionnels. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la partie littératie, mais vous voyez qu'on a un premier slide, si on regarde en haut à gauche, qui démarre par la capture éducationnelle, hein, donc vraiment regardez si vous avez bien compris, si vous êtes intéressé, ça va vous aider à remplir le questionnaire par la suite en fait. Et le questionnaire après se décline en 3 étapes très simples. La capture de l'intérêt, au début que vous avez, on a parlé de l'intérêt, peut-être que vous n'êtes pas intéressé par l'ESG tout simplement. Simplement, l'institution financière est obligée de vous poser la question. Par contre, si vous marquez un intérêt plus fort et que vous voulez définir des préférences particulières, là on rentre dans l'étape 2. L'étape 2, ça va être de regarder, est-ce que vous voulez rester à un niveau général
vous n'avez pas spécialement envie de rentrer dans un thème spécifique. Ce que vous voulez, c'est avoir une contribution positive au niveau de la durabilité, que ce soit le E, le S ou le G, d'amener un impact positif. Donc, ça peut être donc des préférences assez générales ou des préférences spécifiques. Et là, on rentre dans quelque chose d'optionnel par rapport à la réglementation, mais que nous, on trouve très intéressant de mentionner déjà maintenant, c'est de capturer, un peu comme le fait Maniflo aussi, peut-être un SDG, peut-être un thème, parce que nous, on est agnostique au niveau des thèmes, on s'adapte aussi à ce qui existe sur le marché. Donc, si une institution dit, moi, je travaille sur les 17 SDG, on va demander à l'investisseur quel est le Sustainable Development Goals qu'ils veulent plus mettre en évidence qu'un autre. Et ça va permettre par la suite d'être pris en considération par rapport, dans le rating, par rapport aux différents produits financiers qui vous seront proposés. Troisième chose, on tient compte des incidences négatives aussi, donc les PAI, comme on les appelle, Principal Adverse Impact. Est-ce que vous êtes sensible à l'impact négatif que peut avoir votre investissement sur l'aspect durable? Il y a 17 indicateurs qui existent au niveau réglementaire. Peut-être qu'il y en a un d'entre eux que vous préférez prendre en considération. On le suit aussi. Voilà, au final, Sopiat, c'est quoi? C'est une équipe de 8 personnes très motivées. On a été créé il y a 2 ans, mais c'est issu de 4 ans de recherche universitaire au niveau de HEC Liège. On a la chance d'avoir 2 comités d'experts, un comité scientifique composé de différents professeurs de finance, d'Étienne de Calatay qui rejoint aussi ce comité, et un comité de marché où il y a plus de 150 années d'expérience au niveau Wealth and Asset Management. Donc, on est bien supporté pour vraiment capturer tous les besoins du marché. On est membre du LOF, de la BBL, on travaille avec LSFI aussi, bien évidemment. On a eu la chance d'être nominé parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde au niveau Wellstech. Donc ça, c'est ce qui nous permet aussi d'être très bien perçu et pertinent sur le marché. Et on a présenté notre solution à la CCSF et la FSMA, donc les 2 régulateurs, pour avoir leur avis qui est assez positif, mais qui ne demande pas de validation, mais en tout cas, on voulait avoir un feedback par rapport à la solution qu'on avait sur le marché. Merci beaucoup. Merci Pierre pour ta présentation et merci à tous nos speakers pour leurs différentes interventions. Si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment, n'hésitez pas. Oui, merci. Je suis Nicoletta Centofanti à l'SFI. J'aurais une question pour chaque speaker, honnêtement. Parce que merci beaucoup pour être là. Vous avez nous donné beaucoup d'informations très intéressantes. Et je commence par Marilyn et peut-être je demande la question et après vous intervenez. So, par rapport aux réglementations, qu'est-ce que nous-mêmes, donc, vous le verrez, pour chaque de vous, la question c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire par rapport à votre présentation. Donc, si je vais chez mon banquier, qu'est-ce que je dois m'attendre ou qu'est-ce que je peux faire par rapport aux finances durables alors qu'on a la MiFID 2. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'email, je n'ai pas reçu de communication. Donc, si je demande un rendez-vous, est-ce que je peux demander ou faire quelque chose? Pour Tony, so I switched to English. So I was just saying that I will ask a question for each of you with regards to retail investor. I guess you understood. Ah, ok. Donc, je retourne au français. Par rapport au label, comment puis-je utiliser le label LuxFlag? Car comme en tant qu'épargnant ou investisseur privé, Georges, Moneyflow, je le trouve très intéressant. Je suis déjà souscrivée, je ne sais pas comment on dit en français, je suis une des premières early adopters, mais tu peux nous dire si tu as déjà la réponse, combien d'argent je pourrais après investir dans Moneyflow, est-ce qu'il y a un minimum, un maximum, et bon, si tu donnes aussi des données financières par rapport au futur rendement et des choses comme ça. Donc, c'est très clair la proposition par rapport aux finances durables, aux DD, mais on voit aussi le rendement et combien d'argent il faut investir. Pierre, bon, je trouve ta solution très intéressante. Si j'ai compris bien, c'est surtout pour
pour les banques, pour les institutions financières, qu'est-ce que nous pouvons faire comme retail investor maintenant qu'on la connaît? Est-ce qu'on peut la proposer à notre banquier ou qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que tous nos préférences sont prises en compte et on va dire tout est bien pris en compte par notre conseiller financier. Donc je dirais merci beaucoup. Si besoin, je vais la répéter de nouveau. À tout moment, on peut contacter son banquier, gestionnaire financier, lui poser la question ou lui tout simplement exprimer son souhait, en disant je souhaiterais investir dans l'énergie renouvelable, par exemple. On pourrait le dire. Ou s'il n'y a pas de communication qui a été faite, on peut provoquer une discussion, tout simplement, ou appeler, faire un email, tout ce que vous voulez dans le meilleur temps, et vous aurez en tout cas une réponse à vos questions sur votre investissement dans la société avec laquelle vous êtes en relation, qui pourra vous aider, vous aiguiller dans les différents points. Donc il n'y a aucune Hemmschwelle. On n'a pas besoin d'avoir peur de poser la question, parce que tout le monde est prêt, et tout le monde pourra vous répondre à ça en tout cas. Peu importe que ce soit un assureur, sur lequel vous avez l'investissement, un gestionnaire de patrimoine, tout le monde a les mêmes obligations et est prêt. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci Marie-Hélène. Thierry? Comme Marie l'a dit, aussi en tant qu'épargnant ou investisseur, on peut parler à son banquier. Et le plus facile est de demander en fait si on veut investir durablement, si on veut investir dans des fonds, des portfolios, s'ils sont labellisés Luxstock. Comme ça, on est garanti que ce sont des trucs qui ont été réalisés par notre part et qui sont durables et qui sont passés par un procès très rigoureux et que vous pouvez en fait investir en bonne conscience. Merci Thierry. Merci. Alors, si on parle d'inclusivité, évidemment, si on voudrait mettre en place un mouvement plus général sur la finance durable et donc être sûr que l'argent passe aux endroits qu'on voudrait qu'il passe, il faudrait évidemment qu'il y ait deux choses, que des petits montants soient possibles et que deuxièmement, il n'y a pas des frais qui cassent tout rendement pour les petits montants. C'est ça souvent le problème de l'accessibilité à la finance. On peut toujours dire c'est accessible, oui, mais si je dois payer 50 € par an pour soutenir mon compte, est-ce que je peux investir 500 €? Non. Ok. Donc voilà le but vers lequel nous on a rigoureusement travaillé. Et donc on n'a pas encore fixé de limite définitive, mais on tourne vers les 500 €. Hein? Donc, et parce que nous pensons également, comme on est dans une vision retail et long terme, vous allez épargner au fur et à mesure pour différentes raisons, pour votre pension, pour ceci, pour cela, pour vos études, vos enfants, etc. Et donc, pour rendre cela possible, il faut évidemment que les montants puissent être accessibles. Donc, je crois qu'au fur et à mesure, j'aimerais bien même aller jusque vers les 100 €. Mais surtout, au moment, c'est intéressant, le point bloquant pour nous, pour dire on va probablement tourner vers les 300-500 €, ce n'est pas la gestion de l'investissement lui-même, mais la gestion du flux de paiement de votre banque sur la plateforme qui coûte de l'argent et qui a un certain coût fixe. Donc, c'est cet élément-là, juste un peu philosophique. Donc voilà, on vise donc clairement avec notre offre, comme on a dit, on voudrait alors pas demander un coût supplémentaire sur tout ce qui est gestion. On peut diminuer jusqu'à 500-400 € facilement. En moyenne, nous avons calculé que nous aurions des clients en moyenne qui auraient vers les 5 000-6 000 € d'investir. Et le maximum? J'espère que pour les bonnes causes, il n'y a pas de maximum, n'est-ce pas? Donc, autant plus d'argent peut aller dans des projets, non, il n'y a pas de maximum. Et évidemment, tout cela, on peut avoir également quand même une autre approche pour, par exemple, on est en train de regarder avec les non-profit organizations qui ont également des portefeuilles à placer, qui ont des critères très stricts, mais également qui ont des demandes supplémentaires en matière de reporting. Et parce que bon, vous, en tant que personne physique, privée, vous êtes peut-être content avec un reporting, voilà.
en tant qu'organisation plus grande, peut-être vous voulez vraiment encore avoir des plus détaillés, etc. Donc, on différencie principalement avec le feedback qu'on donne aux gens, parce que souvent, une ONG qui a peut-être 1 million, 2 millions à placer va avoir une autre requête de reporting de retour. Merci pour tes explications. Merci pour la question, et je pense qu'il faut vraiment que je précise quelque chose, donc c'est très important. Notre solution vise vraiment un intérêt auprès de l'investisseur final. Malheureusement, on ne peut pas le mettre directement dans les mains de l'investisseur final. On doit passer par la banque, on n'est pas régulé, et puis même, ça dépasserait des budgets. Donc on doit faire connaître notre solution en passant par les intermédiaires financiers qui vont s'y retrouver aussi grâce à notre solution, on ne fait pas ça. Mais l'objectif est vraiment, ce qu'on se dit, c'est que l'investisseur a le droit que l'on calcule correctement ses préférences durables, pas juste une simple question oui-non. Pour nous, c'est pas assez. Je comprends que c'est pas assez pour Moneyflow non plus, et ils ont raison. On a besoin de savoir exactement dans quoi l'investisseur veut investir son argent, et pas uniquement s'attarder au profil de risque. Il y a maintenant beaucoup plus de choses qui permettent une centricité investisseur beaucoup plus forte. Et deuxième chose, après, l'investisseur, une fois qu'il a défini ses préférences, il a le droit qu'on lui propose de manière neutre et objective un assessment au niveau des différents produits, une évaluation des différents produits par rapport à ses préférences. Et c'est là que notre diagnostic intervient, c'est de dire, on vous explique à vous, cher investisseur, de manière très simple mais objective, si tel ou tel fonds, à quel point, dans une notion de 0 sur 100, à quel point ce produit vous correspond intégralement, en prenant en compte, comme on l'a dit, vos préférences durables, votre profil de risque, enfin, toutes des choses très importantes. Et si jamais ça ne suffit pas via un score, on propose aussi des écrans où on montrera, de manière très simplifiée aussi, pourquoi un investisseur a un score de 78 sur 100, par exemple, pour un fonds. Pourquoi est-ce que la combinaison de plusieurs fonds avec une obligation et son cash, au niveau du portefeuille, il donne un score de 82 sur 100. Donc ça, on est capable de vraiment le matérialiser de manière très simple et d'expliquer à l'investisseur. C'est ça que nous, on veut faire. Rendre objectif l'assessment d'un portefeuille ou d'un produit d'investissement par rapport aux préférences d'un investisseur. Merci pour tes explications, pour vos différentes explications. Avons-nous d'autres questions dans le public? Non. Bon, ben, je vous remercie d'avoir participé à cette session avec nous. Je remercie nos fabuleux speakers. Ce fut très riche, très intense, très instructif en même temps. Et j'espère que chacun de nous a pris bonne note et qu'on sait que nous disposons d'outils désormais pour mieux adresser notre épargne, notre investissement, et que surtout nous avons le droit de poser des questions à nos différents gestionnaires, que ce soit nos banquiers, que ce soit des fonds, afin d'œuvrer pour la finance durable, si c'est des thématiques qui nous parlent, si c'est des enjeux qu'on a envie d'atteindre, si c'est des choses qui vraiment ressortent dans notre quotidien, qu'on a envie d'adresser grâce à notre monnaie, parce que l'argent est le pouvoir, comme on le dit vulgairement, mais l'argent est encore beaucoup plus le pouvoir et le nerf de la guerre pour adresser les thématiques durables. Donc merci pour avoir participé à cette session, et n'hésitez pas à prendre contact avec nos différents speakers si vous le souhaitez, et à visiter nos différents stands également, le stand du LSI5, de BluxFlag, pas d'ABBL, malheureusement. Moneyflow, vous avez leur contact, leur site web, Sopiad également, et chacun d'entre eux se fera un plaisir de répondre à vos diverses sollicitations. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre session du LSI5 qui sera demain, cette fois-ci.